Jacques Arnoux, tu es ingénieur de l'Agro-Paris, tu as un doctorat en histoire des sciences, tu as un doctorat en théologie et tu es chargé d'éthique au Centre national d'études spatiales, au CNES. Et donc ça m'intéresse d'avoir ton témoignage à la fois sur la formation des ingénieurs, comment tu as vécu ça, qu'est-ce que tu attends des ingénieurs, et sur la place de l'éthique, à la fois dans la formation des ingénieurs et dans le métier des ingénieurs. Ma formation d'ingénieur date d'une trentaine d'années. Et à l'époque, le mot d'éthique était inexistant, en tout cas dans les domaines qui étaient les miens, donc l'agronomie, la foresterie, etc. Il était présent essentiellement dans les milieux de la médecine. Pour autant, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'éthique dans le monde des ingénieurs, en particulier en rentrant dans cette maison du CNES, ce que j'ai toujours prétendu et défendu, c'est qu'un bon ingénieur fait de l'éthique sans le savoir, au minimum. Dans la mesure où l'éthique, pour moi, est d'abord une posture et une interrogation. Faire de l'éthique, c'est d'abord se demander pourquoi nous menons une activité personnelle, collective, programmatique, avec quels moyens et avec quelles conséquences. Et il me semble que n'importe quel ingénieur, de quelque époque ce soit, s'est toujours interrogé par rapport à ces trois perspectives. En amont, pendant et ensuite, si possible. Donc l'éthique permet de prendre de la hauteur et de réfléchir à plus long terme et éventuellement sur des valeurs. L'éthique permet de prendre de la hauteur et parfois aussi, au contraire, de remettre les pieds sur terre. Parce que le danger, c'est justement d'être engagé dans nos programmes et puis d'oublier le pourquoi, le comment, les conséquences. Pour moi, un des exemples les plus nets s'est passé à quelques mètres d'ici, lors d'une conférence de presse, il y a moins de 10 ans. Deux de mes collègues présentent un super projet, un très beau projet d'ingénieur. Pouvoir fournir à n'importe qui d'entre nous, donc via Internet, etc., une image, enfin des images de la planète Terre tout entière, tous les jours rafraîchies, avec 1 mètre de résolution. Donc ils étaient super fiers parce que ça voulait dire des constellations de satellites performantes, un envoi de toutes ces données sur Terre efficace, des stations au sol et ensuite une diffusion Internet. Ils présentent ça, donc voilà, un beau projet d'ingénieur. Moi, je ne suis pas dans le domaine, mais quand ils nous ont expliqué ça, ils étaient hyper fiers d'eux. Première question des journalistes, qui étaient tous des journalistes scientifiques, spécialisés dans les questions spatiales, pas du tout sur le comment on fait pour... etc. C'est mais quelles sont les conséquences pour la société ? Non, c'est Big Brother, quoi. Ça veut dire l'espace au service de Big Brother. Je pense qu'il y a une réelle ouverture à ces questions aujourd'hui, une réelle sensibilisation à ces questions. Comment mettre ça en place dans les formations ? Il y a une très grande variété, je trouve. Ça peut être aussi bien une manière très culturelle. Bon, racontez-nous, parce que c'est un dossier que j'ai traité, racontez-nous les déboires des scientifiques dans les questions de l'évolution avec les mouvements créationnistes américains. Vous me direz, on est loin de l'éthique, mais on est dans un problème de société. Comment science et croyance s'articulent plus ou moins bien. Alors, ça paraît loin, mais finalement, c'est peut-être une bonne manière de se dire attention, parce que les idées que nous développons, soit comme ingénieur, mais aussi comme scientifique, et un ingénieur doit être quand même au courant du savoir qui est en progrès, et bien comment ce savoir est reçu, ou mal reçu en l'occurrence, ou difficilement reçu par une portion de la société. Ça peut être parfois d'une manière alors beaucoup plus précise en termes d'éthique, mais de manière décalée. Il se trouve qu'à l'agro, depuis pas mal d'années aussi, une amie biologiste et qui développe une unité de valeur sur les questions d'éthique, alors, donc plutôt éthique de l'agronomie ou éthique des sciences du vivant, m'invite à intervenir de manière assez brève, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures quand je suis bavard ou qu'eux sont bavards. Qu'est-ce qui se passe au CNES dans les questions d'éthique spatiale ? L'idée étant que
La plupart d'entre eux ne travailleront pas dans les questions spatiales, bien sûr, enfin, a priori. Nous sommes quand même quelques-uns à avoir fait l'agro et à travailler au CNES aujourd'hui. Mais c'est donner un autre exemple de voilà comment, dans une structure que vous ne connaissez a priori quasiment pas, comment nous sommes partis d'un état quasiment zéro en termes d'implication officielle en termes d'éthique, jusqu'à aujourd'hui avoir un chargé d'éthique. Donc c'est une manière de prendre un point de vue de Sirius, ou un autre exemple. Et d'autres fois, c'est vraiment, alors quand c'est des questions vraiment de technique, d'ingénieurs qui sont proches du spatial, ou vraiment du spatial, j'interviens à l'Université internationale de l'espace, où là vraiment c'est quasiment de l'ordre du témoignage, voire aussi de l'implication. Quand ces étudiants mènent des travaux prospectifs sur des questions spatiales, eh bien, je viens les rencontrer en leur disant et l'éthique dans tout ça, ça vous dit quoi? Aujourd'hui, le plus efficace que j'ai dans le domaine spatial, c'est vous êtes en train de faire un projet d'équipe dans le cadre de votre formation, dites-moi où vous en êtes au bout de 6 semaines, histoire qu'on se remette tous à peu près au même niveau. En plus, pour vous, c'est peut-être pas mal de présenter le dossier. Et puis ensuite, interrogeons-nous, quelles sont les dimensions, enfin les interrogations éthiques que vous pouvez avoir. Moi, je viens de vous dire en 10 minutes ce que ça peut être, et en 3 questions, ou 3 perspectives. Et ça, apparemment, c'est ce qui, jusqu'à présent, a été le plus efficace. On part sur des cas concrets, au fond. Ou des cas dans lesquels ils sont, en tout cas, ils rentrent pour essayer de réfléchir à des cas concrets. Dans le questionnement éthique, il y a quelque chose que tu as évoqué, c'est le débat entre connaissance et croyance. La science, c'est par derrière. Sur les questions de croyance, de science-croyance, bon, mon expérience, comme je disais tout à l'heure, elle relève de quelques dossiers très, très différents les uns des autres, et a priori, et en même temps extrêmement semblables. Donc, nous parlons tout à l'heure des questions autour de l'évolution. C'est vrai qu'autour du créationnisme, on est typiquement sur une question comment gérer une science qui se fait, et puis une croyance qui s'oppose à cette science. Et là, c'est une opposition avec toute la difficulté, quand on a quelqu'un qui vous dit « mais de toute façon, la Terre a 6000 ans », et que cette même personne est capable d'entrer dans un laboratoire et faire de la science, je ne sais pas comment ça se passe dans sa tête, mais ça peut exister, donc là, on est des choses assez étranges. On rencontre les mêmes problèmes au CNES lorsque, depuis 40 ans, nous animons un groupe d'études des ovnis, où nous recevons des témoignages. Là, on est dans de l'humain. Il y a de la science dans la réponse qu'on essaye d'apporter, puisque notre mission, c'est de dire, autant qu'il est possible, vous avez été le témoin d'un phénomène, vous venez nous voir parce que vous ne comprenez pas ce que c'est que ce phénomène, et nous développons des techniques, un savoir, pour pouvoir vous offrir, si possible, une réponse. Mais il ne faut quand même pas oublier, alors ça relève peut-être moins de mes expériences comme expert éthique, mais que les scientifiques eux-mêmes sont des croyants. Alors, je sais qu'en France, c'est quelque chose qui est peu accepté, parce qu'on a tout un régime et un passé scientiste, etc. Alors, pour un certain nombre de choses, c'est plutôt bien. Si aujourd'hui la question créationniste, pendant un certain temps, a été bien gérée, c'est grâce à ça. Si elle est moins bien gérée aujourd'hui, c'est à cause de cela. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais il faut bien reconnaître que dans un monde non strictement français, et même francophone, c'est déjà plus ouvert, pas mal de scientifiques reconnaissent que derrière la démarche physique, il y a une démarche métaphysique possible. Alors, on est un petit peu loin de l'éthique, mais c'est une manière quand même de reconnaître que l'humain ne se réduit pas à une approche strictement technique ou disons scientifique. Mais quand je dis ça, c'est le réductionnisme scientifique, le théorique, noble, de savoir qu'est-ce que je peux mesurer, quelles sont les hypothèses que je peux avancer et ensuite tester. Depuis quelques années, voire quelques décennies, la révolution numérique, la transition numérique change nos vies, change nos comportements, change nos habitudes sociales. Qu'est-ce qu'il est possible de dire sur le numérique et l'éthique, pour ne pas dire l'éthique du numérique? Suivant mon habitude, je ne suis pas un homme ni dans la spéculation ni dans les grandes théories, mais sur quelques points précis, quelques dossiers précis.
Le premier auquel je pense, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, hein, de ce projet de constellation. Le satellite, aujourd'hui, si le satellite a une place dans nos sociétés, c'est parce qu'il y a du numérique, et c'est tout ce lien entre, j'allais dire, l'alliance entre le satellite et l'ordinateur et les réseaux, pour être caricatural. Voilà, donc là-dessus, c'est par ce biais-là que nous, aujourd'hui, dans le domaine spatial, en plus d'être des utilisateurs du numérique, nous sommes des pourvoyeurs, en quelque sorte, des instruments, dans ce vaste réseau. Et donc là, c'est clair que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment les concepteurs de systèmes qui appartiennent quelque part au monde du numérique, eh bien, prennent-ils conscience de ce qu'ils peuvent changer dans la manière dont nos sociétés se gèrent. Donc ça peut être en termes d'observation. Toutes les images qu'aujourd'hui nous procurons et que demain nous procurerons encore plus, et encore plus souvent et encore plus renouvelées. Bon. Donc ça, c'est quand même des questions qui, pour moi, m'interrogent et je dis à mes collègues, on n'est pas seulement des pourvoyeurs. S'il y a des gens qui, aujourd'hui, sont tout à fait conscients de ce que nous pouvons faire aujourd'hui, de ce que nous pourrons faire demain en termes d'imagerie satellitaire, c'est bien vous. Donc vous avez une responsabilité à l'égard de la société qui, elle, ne comprend pas ce qui peut arriver, ce qui arrive aujourd'hui et ce qui arrivera demain. Bon, alors, après, est-ce qu'il y a un réel débat et des informations, mais ça fait partie de ma mission d'essayer que ça existe. Aujourd'hui, la télémédecine repose en partie sur des techniques du numérique, sur des télécommunications par satellite, donc tout ça on connaît, parce que surtout si c'est des objets mobiles ou un peu lointains, navires, avions, etc. Mais aussi, cette télémédecine repose sur notre expérience dans le monde des vols habités. Puisque des patients, entre guillemets, lointains, éloignés, on en connaît depuis quasiment plus de 50 ans, et en France, depuis plus de 30 ans, on a cette expérience-là. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que notre patient à nous, c'est pas comme un patient aujourd'hui traité par la e-santé. Parce que la e-santé ou la télémédecine, ça permet à un médecin de faire poser un diagnostic sur un patient qui peut être très loin, non seulement en termes de kilomètres, mais aussi en termes de culture. Et ce n'est pas du tout le cas d'un astronaute. Aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous avons un Français dans l'espace, en tout cas jusqu'au mois de mai prochain, Thomas, il a été suivi par un médecin depuis des années, par le même médecin, qui suit même sa famille, m'a-t-on dit. Donc c'est vraiment un médecin de famille. Donc au fond, ce que les satellites de la technique ou le numérique permet de faire, c'est de réduire uniquement une distance physique, mais pas une distance culturelle, voilà, quand il lui parle, c'est comme s'il était à côté de lui, parce qu'il le connaît extrêmement bien. Donc grande différence entre cette expérience. Alors en plus, voilà, pour moi c'est le médecin de famille, à la limite comme il n'existe même plus aujourd'hui sur Terre. Parce que tout à la fois nous sommes effectivement en train de construire ce qu'au début du XXe siècle un certain nombre de penseurs imaginaient comme étant l'émergence de la noosphère, une espèce de conscience globale, planétaire, dont tous nos réseaux informatiques et numériques sont les plus extraordinaires canaux, parce qu'attention, c'est pas la conscience. Quand on me dit le web, c'est la noosphère, c'est pas ça. C'est le canal possible ou les canaux possibles offerts, proposés à cette conscience. Faut-il encore mettre de la conscience à l'intérieur ? Et donc, dans la formation éthique des ingénieurs, une fois encore, ne tombons pas dans une formation technique de l'éthique. C'est pas nécessairement des recettes. C'est pas nécessairement des procédures qu'il faudrait mettre. Parce que ça, c'est la tendance. Quand les scientifiques s'intéressent sur l'éthique ou les ingénieurs, ils disent « Bon, alors quelle procédure on va appliquer ?» Il vaut mieux raconter des histoires. Quand j'ai été invité à plusieurs reprises, et voilà, ton job, c'est d'introduire l'éthique dans ce monde des ingénieurs du spatial. Il ne faut pas faire de la théorie. En plus, j'étais incapable, moi, c'est pas ma formation initiale, l'éthique spatiale, ça n'existait pas, de toute façon. Comment faire ? On va raconter des histoires. Quelles histoires ? La plus ancienne, voire même des mythes. Dans ce bâtiment, imagine la première fois, tu as dit en face de toi 10 ingénieurs, des bons quoi, qui
sont prêts à s'interroger en termes d'éthique, mais qui n'ont pas du tout cette formation. Donc j'aurais dit, c'est quoi le grand mythe de la conquête de l'air et de l'espace? C'est Icare, m'ont-ils dit. Ok les gars, je sors de mon cartable les métamorphoses d'Ovide et je relis le texte. Et on a discuté pendant 2 heures dessus. Parce qu'il y avait une histoire, une culture qu'on connaissait plus ou moins, à partir de laquelle on pouvait partir. Et des années après, quand on me dit le mythe de l'exploration, est-ce que vous pouvez en parler, etc. On me dit ouais, mais faut que vous nous provoquiez. Très bien, je dis rien, j'avais même pas de titre, je leur mets derrière moi une seule diapo, c'était la chute d'Icare de Bruegel, et je commence à leur lire une histoire que j'avais inventée. C'était la chute d'Icare vue par un paysan du coin, qui était interrogé par les flics du coin. Alors, ils ont été regardés sur le programme, c'était pourtant pas le moment activité culturelle. Mais le but, c'était de les déplacer, de leur dire, attendez, réintégrer une culture, réintégrer une histoire. Et après, posez-vous les questions que vous voulez, et pas les questions que je vous impose, et encore moins les réponses que je vous impose. Parce qu'une fois de plus, si vous êtes des ingénieurs à peu près conscients, à peu près bien formés, même d'un point de vue professionnel, vous faites de l'éthique sans le savoir. Mais ensuite, osez le reconnaître et osez vous y mettre. Et puis ensuite, on sera dans des questions de déontologie, de charte, etc. Mais j'allais dire, c'est presque secondaire. Il ne faut pas commencer par la charte. Il ne faut pas commencer par le règlement qui est hyper rassurant. Ah ben c'est très bien. Si je suis au sens de, je suis bien dans les normes, j'aurai pas de problème. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Merci Jacques en tout cas pour tous ces témoignages. Merci à toi.